Chers amis internautes, bonjour, toujours en direct sur le plateau du FIC pour parler de cybersécurité. Nous allons voir un autre volet de la cybersécurité, peut-être moins technique mais essentiel néanmoins, qui est le volet de l'assurance. Et en particulier, nous allons parler de l'assurance pour les professionnels de santé. Nous accueillons Djiman Sané. Djiman Sané est souscripteur dans une compagnie d'assurance qui s'appelle Beazley, qui appartient au groupe Lloyds, si je me souviens bien. Qui est un syndicat d'assurance basé à Londres, le Lloyds. Alors, quel est votre métier en tant qu'assureur dans ce domaine de la cybersécurité? Qu'est-ce que vous assurez? Donc en fait, moi je suis souscripteur au sein du département technologie, médias et société de services chez Beazley. Notre produit d'assurance cyber, si on veut, aujourd'hui, il garantit les conséquences de deux événements. On va protéger les systèmes d'information, donc ça veut dire qu'on va prendre en charge les conséquences financières que peut avoir un établissement suite à une intrusion ou une défaillance de son système d'information, mais on va également prendre en charge les conséquences financières d'une perte de données. Et donc nos solutions d'assurance, elles vont allier à la fois indemnisation financière, mais également des mesures de service et de gestion de crise suite à un incident de type cyber. Alors, vous avez une approche à la fois métier, mais aussi une approche verticale par secteur d'activité. Aujourd'hui, on a choisi ensemble de parler des professionnels de santé. Quels sont les risques et les enjeux pour les professionnels de santé en matière de cybersécurité et en quoi la compagnie d'assurance, finalement, peut leur apporter des réponses spécifiques? Donc je pense que les établissements de santé sont une cible assez sensible et une cible relativement intéressante parce qu'ils sont au carrefour de plusieurs problématiques. Il y a d'abord la problématique de la confidentialité. Le secret médical peut être pris à défaut, ce qui peut avoir des conséquences et des implications légales sur les établissements. Il y a aussi des problématiques sécuritaires parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un recours aux nouvelles technologies qui peut se faire plus rapidement que notre capacité à sécuriser l'information. Par exemple, on sait que beaucoup de médecins stockent des dossiers médicaux sur des clés USB ou alors sur des smartphones. Et ce recours aux nouvelles technologies, comme je le disais, peut se faire de façon plus rapide que notre capacité à sécuriser l'information. Parallèlement à ça, il y a aussi un recours à des hébergeurs. Donc l'établissement de santé peut faire appel au cloud par exemple pour héberger leurs données de santé. Rien ne dit que les informations ne soient plus en sécurité à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais en tout cas, on élargit le périmètre de circulation des informations qui peut en soi apporter de nouveaux risques. Et il y a d'ailleurs une notion d'hébergeur de santé. Exactement. Donc il y a une notion d'hébergeur de santé et donc le ministère de la Santé a agréé une soixantaine d'hébergeurs qui ont passé des audits en termes de compétences et qui sont le mieux à même à accompagner ces établissements de santé. Dans le monde de la santé, les risques seront surtout des risques plutôt de négligence que des risques de malveillance. Parce que la malveillance, ça va soit être à des buts financiers, dans ces cas on va avoir tendance à cibler des institutions financières, ça peut être à des buts idéologiques, donc dans ces cas on va avoir tendance à cibler des gouvernements, ou alors ça peut être à des buts techniques, donc ça va être le hacker de 16 ans qui est dans sa chambre et qui veut réaliser un exploit technique. Mais dans le monde de la santé, par rapport à notre recul sinistre et par rapport aux sinistres qu'on indemnise nous, on se rend surtout compte qu'on va être sur de la négligence. Donc ça va être un site web qui est mal sécurisé et par malveillance des données médicales se retrouvent sur Internet, ou alors la perte de données papier qui font que la confidentialité des données médicales peut être compromise. Mais quelles seraient par exemple les conséquences si un professionnel de santé se fait dérober des milliers de numéros de carte vitale? D'accord. Donc il y aurait des conséquences pour l'établissement et également des conséquences pour les victimes. Donc les conséquences pour l'établissement, la première et je pense la plus grave, c'est un effet négatif sur l'image. Donc ça c'est la première, mais il peut également y avoir des poursuites. Et on voit qu'en France, il y a l'arrivée de l'action collective. Donc s'il y a un nombre important de patients qui ont subi une fuite d'informations, ils pourront tous se retourner au titre d'une seule et unique réclamation et poursuivre l'établissement de santé pour des pertes financières. Mais également pour les individus. Donc si un individu a perdu des données sociales, il peut être victime d'usurpation d'identité et ceci afin de pouvoir bénéficier de prestations sociales qui peut avoir une incidence sur cet individu-là, ou alors si c'est des données bancaires, parce que les établissements de santé peuvent aussi être amenés à stocker des données bancaires, quelqu'un peut utiliser ces données bancaires pour essayer de faire un détournement d'argent ou alors prendre un crédit au nom de ces victimes-là.
Mais on a une communauté de spécialistes donc, qui sont quand même assez aguerris sur ce sujet. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire vraiment pour les convaincre de l'apport fondamental d'une société d'assurance? Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième question, c'est, vous n'êtes pas le seul assureur à proposer de l'assurance sur les cyber-risques. Qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui rend votre offre unique? D'accord. Donc, la première chose, c'est pourquoi est-ce que je devrais souscrire une assurance? Et des fois, nos clients, qu'ils soient établissements de santé ou non, peuvent nous dire oui, mais j'ai des dispositifs de sécurité informatique qui sont très très pertinents, qui sont en place. D'une chose, le risque zéro n'existe pas et moi, en tant qu'assurance, je vais traiter les conséquences. Or, la sécurité informatique va traiter les causes. Donc, si on prend une image, on peut prendre l'image d'une maison avec un toit pendant la pluie. Et qu'il y ait des fuites sur le toit. La sécurité informatique, ça va peut-être être le renforcement des tuiles et de l'étanchéité du toit, mais la solution d'assurance, ça va peut-être être de mettre un seau d'eau par terre pour traiter les conséquences. Donc, la solution d'assurance, elle n'est pas là pour se substituer à la sécurité informatique, elle est là surtout pour agir en complément. Parce que notre expérience nous montre que sur une grande partie des cas, et notamment dans le domaine de la santé, il peut y avoir un facteur humain auquel on peut difficilement apporter de solutions techniques. Vous avez beau avoir les meilleurs systèmes de sécurité existants, mais si votre directeur de sécurité informatique oublie son téléphone portable ou alors son laptop dans le train et qu'il y a des données confidentielles à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire en termes de sécurité informatique. Donc s'il y a un facteur humain, comme je disais, auquel on peut difficilement apporter de solutions techniques, c'est là que la solution d'assurance peut être intéressante parce qu'elle peut agir en complément, parce que les risques zéro n'existent pas tout le temps. Alors comment est perçu votre métier par vos clients potentiels, par la communauté des… Je pense que, et je vais reprendre ce que disait un de mes confrères Jean-Laurent Santoni de Clever Courtage, il y a 3 communautés de clients potentiels. Il y a les sceptiques, donc ceux qui ne sont pas convaincus de la pérennité des garanties d'assurance et qui pensent qu'ils sont peut-être déjà assurés par leur contrat existant. Il y a les légalistes qui vont dire bon, on va attendre qu'il y ait une nouvelle loi sur la notification des données personnelles ou alors qu'il y ait des nouvelles contraintes réglementaires qu'on va imposer aux opérateurs d'importance vitale avant d'agir. Si je comprends bien, c'est finalement ceux qui se disent je vais m'assurer parce que la loi va m'imposer de le faire. Exactement, donc ça c'est les légalistes. Et ensuite il y a les proactifs qui peuvent se dire en fait moi ce que j'ai envie de faire c'est de faire un transfert et de dire si demain il y a un souci, j'ai envie de protéger mon bilan financier, que ça puisse arriver ou pas. Donc je ne vais pas être dans… Je vous parlais de la manière dont vous étiez perçu, parce que vous savez que l'assurance, d'une manière générale, n'est pas toujours très bien perçue. On connaît assureur-voleur ou des choses comme ça, c'est-à-dire l'assureur, c'est celui qui prête un parapluie quand il fait soleil et qui le retire. Exactement. Donc je vous bouscule un peu, mais c'est aussi pour accrocher les personnes qui nous regardent et les convaincre. Finalement, est-ce que vous avez un cas particulier ou un cas pratique que vous pourriez donner où vous avez concrètement apporté une solution qui a pu, par exemple, sauver une entreprise ou garantir sa pérennité suite à une cyberattaque ou suite à un problème de négligence? Donc en fait, notre spécificité, je dirais, c'est de fournir une offre de service. Donc il y a 2 façons de voir le monde, surtout quand on est dans la sphère de l'assurance cyber. C'est une approche indemnitaire ou alors une approche service. Une approche indemnitaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je suis une compagnie d'assurance. Un de mes clients me téléphone parce qu'il a subi un incident de type cyber. Donc je vais lui dire, écoutez, on est vraiment désolé pour vous. Ce qui se passe, c'est vraiment très très dommage, mais surtout gardez vos factures. On vous laisse traiter le problème et quand c'est fini, on vous envoie un chèque. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment notre approche nous, parce que les clients qu'on avait, et notamment aux États-Unis, où ce type de produit est très très développé, nos clients nous disaient en fait, suite à des incidents de type cyber, on ne sait pas toujours quoi faire. Et donc aujourd'hui, notre approche, c'est d'être dans une approche de service. Donc ça veut dire, si on a un client qui a un souci de type cyber, on a un certain nombre de prestataires auxquels on peut donner accès à ce client-là. Donc ça peut vouloir dire de la sécurité informatique pour dire qui est entré, où est-ce qu'ils sont allés, qu'est-ce qu'ils ont pris. Ça peut être des experts juridiques pour dire en fonction des données que vous avez perdues, si c'est des données à caractère personnel, quelles sont vos obligations légales. Ça peut être des sociétés de mailing parce que si on choisit de notifier 100 000 individus, on a des accords avec des sociétés de mailing qui pourront aujourd'hui, sous 48 heures, expédier 100 millions de plis. Ça sera également de la veille Internet, une plateforme téléphonique ou alors de la communication. Aujourd'hui, c'est une offre service
Et donc, on essaie surtout d'accompagner nos clients suite à un incident de type cyber, comme je disais. Aujourd'hui, le monde de la santé, à l'échelle de notre portefeuille, il représente à peu près 50% de nos clients. Un des plus gros sinistres qu'on ait dû indemniser aux États-Unis, c'était un hôpital qui, dans un déménagement, a perdu 4 placards, où à l'intérieur de ces 4 placards, il y avait 5 ou 6 millions de dossiers médicaux sous forme papier. Donc il y a eu des conséquences financières importantes pour le non-respect de la confidentialité. Il y a eu de la gestion de crise à engager en termes de communication, mais également la notification des individus sous les délais qui sont requis par la loi, qui peuvent être 24, 48 ou 72 heures en fonction des États. Donc ça a été l'accompagnement des clients dans toute cette problématique. Oui. Donc là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que finalement, vous couvrez la négligence. Oui. Vous n'abritez pas derrière le risque imprévu, mais vous couvrez aussi la négligence. Exactement. Par contre, ce qui est très significatif, c'est que vous me parlez d'un risque qui n'est pas du tout cyber, puisque c'était une perte physique. Donc, c'est la même chose. Exactement. Donc en fait, nous, de façon plus large, on va couvrir l'information, qu'elle soit sous forme numérique ou qu'elle soit sous forme papier. Et si l'information est sous forme papier, il n'y a pas grand-chose qu'un dispositif de sécurité informatique peut faire face à ce risque-là. Et donc c'est là, comme je disais un peu plus tôt, où la solution d'assurance peut être intéressante parce qu'elle va agir en complément du dispositif de sécurité informatique. Jim Hanson, je vous remercie. Si c'est un sujet qui vous intéresse et si vous avez des questions peut-être plus pointues sur des problématiques d'assurance, vous pouvez contacter directement Jim Hanson en consultant son profil en dessous donc, du player de TechTalk TV et poursuivre la discussion dans l'espace commentaire. Merci beaucoup. Merci.